Africa Day, une rencontre de la Banque européenne d'investissement et de la Banque africaine de développement pour plancher sur les questions de l'emploi des jeunes africains, de l'innovation et aussi du développement durable sur le continent. Journée mondiale de la télévision, ce 21 novembre est une date symbolique. Elle encourage les échanges internationaux d'émissions consacrées notamment à des questions de paix, de sécurité et de développement. La ministre de la Communication était dans les locaux de la RTI. La Journée internationale des droits de l'enfant a été célébrée hier 20 novembre. Nous vous proposons ce soir d'aller sur les traces des enfants bouviers, ceux-là même qui n'ont pas le temps d'aller à l'école, pourtant un droit fondamental pour chaque enfant. Élection primaire en France, François Fillon, l'ex-premier ministre, a créé la surprise en dominant largement le scrutin. Il a remporté 44,1% des voix devant Alain Juppé, 28,6% et Nicolas Sarkozy, éliminé avec seulement 20,6%. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce lundi 21 novembre. Comment aider l'Afrique à exploiter son potentiel ? Comment créer des emplois pour les jeunes du continent? Ce sont entre autres points que la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement BAD examinent en ce moment dans la capitale économique ivoirienne. L'innovation et le développement durable sont aussi à l'ordre du jour. Noël Niagno. L'Afrique, la nouvelle frontière du développement d'ici à 2050. À l'horizon 2050, la population africaine sera équivalente à celle combinée de la Chine et de l'Inde. L'urbanisation rapide et l'augmentation de la classe moyenne, qui devrait passer de 350 millions à près de 1,1 milliard de personnes en 2060, laisse entrevoir que l'Afrique sera un énorme marché de consommation. Seulement voilà, des contraintes plombent cet énorme marché de consommation. Elles ont pour nom la faiblesse budgétaire des États africains, liée à la faible mobilisation des ressources fiscales, du fait notamment de la prépondérance du secteur informel dans nos économies, la faible inclusion financière du secteur financier, la sous-capitalisation des institutions financières, faiblement intégrées entre elles, mais également avec le marché international, la baisse dans ces dernières années de l'aide publique au développement, la rigidité des partenaires multilatéraux et bilatéraux sur l'application des taux de concessionnalité liés aux prêts, même en faveur des projets marchands ou quasi marchands. Voilà qui explique la journée de l'Afrique initiée par la Banque européenne d'investissement en 2015. Journée dont la seconde édition a lieu ici à Abidjan en partenariat avec la BAD, Banque africaine de développement, au siège de la dite institution. Objectif, examiner les questions essentielles pour booster le développement de l'Afrique en exploitant tout son potentiel. Le président du groupe de la BAD, celui de la Banque européenne d'investissement, le directeur de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne sont unanimes sur une chose, la réussite de l'Afrique est vitale pour l'économie mondiale. Cette exigence nécessite une nouvelle approche du partenariat Nord-Sud. Les partenaires au développement sont appelés à dépasser le niveau actuel des ressources mobilisables en faisant appel notamment aux capitaux privés et en instituant une véritable synergie d'action entre les partenaires au développement. Par ailleurs, l'accompagnement doit être plus conséquent avec une juste appréciation des risques et des critères de concessionnalité. 8 séances plénières ont meublé cette rencontre qui a mobilisé des experts et autres spécialistes du développement. Aujourd'hui, 21 novembre, c'est la Journée mondiale de la télévision. Une célébration instituée en 1996 par les Nations Unies. C'est le moment pour les acteurs de ce média de revisiter leur profession, de dresser des bilans et aussi de se projeter dans l'avenir. La ministre ivoirienne de la Communication était ce matin dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Franck Wadio. Le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. La journée est particulière. Ce 21 novembre est la célébration mondiale de la télévision. Si les Nations Unies ont décidé de la célébrer en 1996, c'est bien parce qu'il y avait un besoin réel. Et ce besoin-là, c'est celui-là, de s'arrêter à un moment donné pour voir ce qui a été le chemin parcouru et le chemin que nous voulons emprunter de nouveau et tous les défis qui nous restent et de dire qu'ensemble, nous allons les relever. Visite à la rédaction donc, des échanges avec la direction, les reporters, les présentateurs et la production sur le contenu du journal.
Partage des préoccupations et encouragement au travail. Des défis nouveaux attendent la télévision ivoirienne. Par exemple, celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel, elle est imminente. Sur la libéralisation, il faut savoir que le dossier a énormément avancé. La société de diffusion va être mise en place en partenariat entre l'État et un privé. Et ensuite, après la société de diffusion, il y aura donc les différentes sociétés d'édition qui vont s'installer dans le paysage ivoirien. Quand nous aurons fini cette étape-là, et que les sociétés vont être installées, nous passerons à la phase concrète, à savoir que les sociétés vont pouvoir émettre. Mais pour émettre, il y a un cahier de charges qui va les lier avec l'État. 20% de programme purement national, une des exigences à remplir pour être sélectionné. La RTI est pour sa part dans la dynamique. Il faut que la RTI continue à se préparer, que ce soit la télé ou même évidemment la radio, puisque nous allons basculer au numérique en ce qui concerne la radio. Il faut que la RTI continue ce travail-là pour avoir toujours des émissions de qualité, des émissions qui rencontrent l'adhésion du public. Une idée partagée par les responsables de la RTI. Et le message est distillé sur le plateau de l'émission des divertissements ce midi, où l'hôte du jour a partagé un moment de bonne humeur avec les spectateurs. Informer, distraire, éduquer, la mission des agents de la RTI depuis sa création. Des années 1960 à nos jours, que de chemin parcouru. Quel est le regard des Ivoiriens sur cette télévision nationale qui a traversé plusieurs générations? Davis Oyo et Franck Quadio leur ont posé la question. Vous allez le voir, les avis sont partagés. Journée mondiale de la télévision. Une journée instituée par l'UNESCO depuis 1996 pour mettre en lumière ce média qui illumine notre quotidien et oriente parfois la pensée. En Côte d'Ivoire, la RTI, média de service public, depuis octobre 1962, accompagne les téléspectateurs. Moi, je suis satisfait. Souvent, je suis les émissions V-Boys avec Talent d'Afrique, toutes ces choses. Bon, c'est vrai, ça divertit. Franchement, dit, ça va. 14-20. C'est la RTI. Tout le programme me plaît. C'est grand comme les petits. Pas s'en passer. 18/20. Moi, j'aime beaucoup regarder les publicités et puis il y a aussi la musique parce que moi, j'aime beaucoup aussi la musique. Voilà, il y a aussi C'est midi. Sur 20, je peux donner une note de 14. Et la une, quelquefois, c'est journal et puis les films de midi. 13h, sur 20, 14. Le contenu du programme, il y a beaucoup d'attentes. Nous amener sur des sujets pertinents qui touchent la vie d'un citoyen comme nous et que nous débattons pour trouver des solutions pour notre bonheur. C'est ce que nous recherchons au niveau de la télévision. Si on a notre 9,50. Moi, je pense qu'il faut penser faire beaucoup de documentaires. Le côté film, il faut vraiment choisir les heures. La note sur 20, 10. Diversifier le programme pour un contenu mieux adapté aux réalités actuelles. Une mission à réussir au moment où se profile, courant 2017, la libéralisation de l'espace audiovisuel. Direction Madagascar pour l'ouverture des travaux de l'Union de la presse francophone UPF. Ces assises, les 45e de l'UPF, regroupent plus de 300 journalistes de l'espace francophone de la planète autour de l'économie des médias dans les pays en développement. Chantal Akandon est notre envoyé spécial à Madagascar. Antsirabe est situé à 168 km au sud de la capitale malgache. C'est cette ville qui accueille plus de 300 journalistes et dirigeants de médias venus de 47 pays francophones. L'Union internationale de la presse francophone, UPF, y tient ses 45e assises. Pendant 5 jours, les participants vont débattre de la question de l'économie des médias dans les pays en développement. Thème de ces assises, le président de la République, Eri Rajaonari Mampianina, a indiqué à la cérémonie d'ouverture la place de choix qu'occupent les médias dans le développement économique. Aussi, le président malgache attend-il beaucoup de ces assises. Les journalistes des différents médias venus d'horizons divers vont réfléchir, échanger et partager leurs expériences autour de 5 tables rondes et de 4 ateliers.
La délégation ivoirienne est forte d'une dizaine de journalistes. La tenue de ces assises coïncide avec l'anniversaire des 150 ans de la presse malgache. Les 45e assises de la presse francophone à Antsirabe se tiennent en prélude au 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Un sommet prévu à Antananarivo, dans la capitale malgache, les 26 et 27 novembre prochains, où le président Alassane Ouattara est attendu. L'instruction, l'éducation, des droits fondamentaux pour chaque enfant. Mais les enfants bouviers, eux, passent leur journée à surveiller les bœufs de leurs parents dans les champs, principalement dans le nord de la Côte d'Ivoire. À Kolia, dans la région de la Bagoué, ils sont nombreux à vivre cette réalité au quotidien. L'inspecteur de l'enseignement primaire explore une piste de solution, une école des enfants bouviers. Le dossier de Serge Kolia. Kolia, localité située dans le département de Boundiali, région de la Bagoué dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes lundi et c'est jour d'école. Pendant que la majorité des enfants prend le chemin des classes, d'autres empruntent une toute autre direction, celle des champs et des pâturages de la savane herbeuse. Leur âge varie entre 7 et 13 ans. Oui. Chaque matin, je sors avec les bœufs, avec mes amis, mes frères. On vient ensemble au champ. Et lorsqu'on vient, c'est pour justement trouver à manger pour nos bœufs. Ils sont nombreux, ces gamins, à vivre l'expérience d'enfants bouviers. Ils débutent ainsi leur jeune existence. Elle consiste à surveiller et à entretenir les animaux de leurs familles respectives, destinés aux futurs travaux champêtres. Après avoir trouvé à manger pour les bœufs, nous leur donnons à boire et jusqu'au soir, nous retournons à la maison. Dès 6 heures, ces enfants sont sur pied. Constitués en petits groupes, ils parcourent des dizaines de kilomètres jusqu'à 18 heures du soir en compagnie des bœufs. C'est difficile parce que nos parents n'ont pas d'autres personnes à envoyer derrière les bœufs. Donc sans ça aussi, nous ne pourrons pas manger. J'aimerais vraiment aller à l'école parce que ça m'intéresse vraiment. Arrivé en 2009 à Kolia, la condition des enfants bouviers a interpellé l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire. Pour y remédier, il monte le projet baptisé École des enfants bouviers. À ma prise de service, j'avais environ 6 000 enfants inscrits. C'est d'ailleurs ce petit indice-là qui m'a poussé à chercher à savoir pourquoi il y avait si peu d'enfants à l'école. J'ai été amené à découvrir que beaucoup d'enfants étaient dans les champs en train de suivre les bœufs. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire en sorte de les ramener là où ils devaient être, puisque pour leur âge, ils devaient être à l'école. Didi, regarde la ligne. Puis ligne. Quand ils reviennent du champ, donc on les récupère pour leur donner quand même le minimum de l'enseignement. On va écrire la syllabe mot. Des animateurs bénévoles formés par la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle constituent l'essentiel du dispositif mis en place dans le cadre de ce programme. J'ai voulu aider mes petits frères, en quelque sorte mes enfants, à pouvoir sortir de cet univers où les enfants sont plus ou moins maltraités, je pourrais m'exprimer ici. 986 enfants suivent les cours. Le matin avec les bœufs, le soir dans les salles de classe pour un apprentissage entre 20h et 22h. Ce n'est pas toujours évident d'être attentif. Après avoir parcouru des kilomètres à pied toute la journée, la fatigue et le sommeil ont bien souvent raison de la volonté de ces gamins. Quand je vois les enfants suivre les bœufs, j'ai un peu une blessure au cœur, ce qui m'encourage encore plus à donner le meilleur de moi-même. À force de persévérance, l'école des enfants bouviers porte ses fruits. 1003 enfants inscrits en 2014, 1207 en 2015. Les plus performants de ces enfants sont reversés dans les circuits normales. Environ 300 ont déjà été insérés à l'école primaire publique de Kolia, en cours du jour. Quand il est bon, il peut se retrouver tout de suite au CE1. Ça fait 3 ans qu'on a commencé, mais on a une bonne dizaine déjà au CM2. Le message de sensibilisation
touche les parents qui progressivement adhèrent au programme. Sinon, ça ne nous plaît pas même. Parce qu'on voit maintenant, par finalement, si ton enfant n'a pas fait l'école, vraiment il sera perdu comme il veut au champ. Le BIT déjà depuis le début nous a appuyés avec des prospectus pour mettre en exergue le danger même que les enfants courent en accompagnant les bœufs. Il y a des accidents, les enfants sont blessés par les bœufs fatigués au travail. Ça, c'est à déplorer. Au collège municipal de Koulia, beaucoup d'élèves ont connu la réalité du phénomène des enfants bouviers. Je surveillais des bœufs. On cultivait l'arachide, le maïs, le coton avec les bœufs. Moi, j'ai cherché les bœufs sans souci. Tu vois, c'est très dangereux. Tu peux aller marcher sur l'un d'un scorpion ou soit un serpent. Au nord de la Côte d'Ivoire, la situation des enfants bouviers reste préoccupante. D'ici à Odiéné, quand vous prenez la route, vous verrez des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors donc, je me dis que ce que nous faisons à Koulia, c'est une goutte d'eau dans la mer. Des efforts sont déployés à Koulia, mais il en faut plus pour freiner durablement ce phénomène dans la région. Voilà le quotidien des enfants bouviers de Koulia dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont de plus en plus nombreux à bénéficier d'une éducation grâce à un programme spécial de l'inspection de l'enseignement primaire local. Filles comme garçons, tous les enfants ont droit à l'éducation, mais ce n'est pas toujours vérifié dans la pratique. La question du genre, de façon générale, va nécessiter la mise en œuvre de plusieurs stratégies. De 2017 à 2020, elles vont accompagner la politique de genre en Côte d'Ivoire pour plus de 2 milliards de francs CFA. Éric Goré nous explique. Les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, elles s'assument. C'est le résultat de la politique de genre du gouvernement ivoirien. Ici, nous sommes au marché d'Agboville. Les femmes sont à la tâche. Non loin, une visite inopinée dans une coopérative où les premiers rôles sont joués par elles. Dans mon entreprise, j'ai plusieurs rôles. Je m'occupe des pesées. Les pesées des cacao qui arrivent de la bourse. Oui. Mais avant ça, c'est moi qui lance les camions pour aller chercher les cacao, les sacs de cacao en bourse. À ce poste, j'ai remplacé un homme et je fournis plus de résultats. Moi, je m'occupe de tout ce qui entre dans le magasin, tout ce qui est gestion de stock ici. Je me charge de récupérer tous les papiers qui reviennent avec les camions. Et après ça, on enregistre. Et après ça, on passe à l'analyse. C'est pour donner plus d'outils à la structure étatique en charge de l'égalité entre hommes et femmes qu'un atelier de réflexion se tient à Agboville. L'Observatoire de l'équité et du genre, ONEG, veut apporter des stratégies qui vont booster le genre en Côte d'Ivoire. Plus de 2 milliards de francs vont être mobilisés pour accroître la sensibilisation de 2017 à 2020. C'est à nous de faire en sorte que les dispositions qui consacrent l'égalité de genre et la lutte contre les discriminations dans notre Constitution deviennent des réalités. L'intégration du genre dans les plans, projets et programmes, le suivi et évaluation de la situation chaque année est une priorité pour l'Observatoire de l'équité et du genre. Une priorité est désormais inscrite dans la nouvelle constitution ivoirienne. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale des départements de Guiglo, Bloléquin et Tout-le-Pleu est dans sa phase pratique. 83 victimes ont reçu leur chèque symbolique. Au total, 83 millions remis par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Doigt de Laser. Il paraît-il, les gens donnent les chèques pour les victimes. J'ai perdu ma fille. Quand je suis victime aussi, si je me chèque, je vais prendre. Comme Robert Caillé, elles sont nombreuses les victimes et les parents des victimes de la crise post-électorale à douter du processus de leur indemnisation dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le voile est désormais levé. 83 millions de francs CFA, c'est la somme décaissée par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter soutien et réconfort aux 83 premières victimes déjà identifiées dans les départements de Guiglo, de Bloléquin et de Tout-le-Pleu. L'Ouest a beaucoup souffert. L'Ouest a droit à la réparation. Nous devons tous, sans exception,
sans distinction d'origine géographique ou ethnique, d'appartenance religieuse ou politique, nous engager résolument sur la voie de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Je lance donc un appel à nos frères et sœurs, encore réfugiés ou en exil, qu'ils reviennent au pays. Pourquoi c'est chez nous seulement on pleure? Celui qui veut venir faire la politique ici pour qu'on tue nos parents, on va lui dire, va faire ça ailleurs. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Comblés de cette marque de solidarité, les bénéficiaires ne manquent pas d'être reconnaissants. C'est vrai, l'homme ne vaut pas que l'argent, mais quand on répare la justice, c'est encore plus agréable. Le président de la République est en train de nous consoler. Ce geste est tellement symbolique que vraiment je n'ai pas grand chose à dire, seulement que merci. Madame peut me soutenir un peu. Le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale va se poursuivre dans la région du Cavali et partout en Côte d'Ivoire en vue de les soulager et leur permettre de tourner définitivement la page de la crise. Lutte contre le changement climatique, l'Internationale libérale, un regroupement de plusieurs partis politiques dont le RDR, ouvre une session de réflexion. Les différents délégués présentent leurs solutions dans ce combat mondial pour l'environnement. Mamadou Kwasi. Les changements climatiques, une affaire de tous. Pendant que les experts en climat et en développement durable, ainsi que la société civile et les gouvernants réfléchissaient sur les initiatives pour la réduction des gaz à effet de serre, les acteurs politiques aussi étaient réunis dans la ville de Marrakech pour apporter leur contribution. L'Internationale libérale a initié une session de formation à l'endroit de ses délégués venus des différents pays pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Prendre la problématique du changement climatique non d'un point de vue d'un pays mais d'un point de vue global pour dire que ça ne peut pas être un avis d'un pays qui fera la différence, c'est plutôt les avis concertés de tous les différents pays. Il a été question de discuter de la participation des femmes et des jeunes, mais surtout des minorités, dans le débat. La jeunesse occupe une place importante dans ce débat. Et le ministre Sidi Touré, représentant le RDR, membre de l'Internationale libérale, a présenté à ses camarades délégués venus des autres pays le rôle de la jeunesse ivoirienne dans la mise en œuvre des projets verts. Le changement climatique est un enjeu d'actualité. Ce serait tout de même ne pas faire preuve d'anticipation si tous les différents courants de pensée ne s'approprient pas cette problématique. Fondée en 1947, l'Internationale libérale représente une fédération mondiale des partis politiques libéraux. En Côte d'Ivoire, seul le RDR, Rassemblement des Républicains, est membre de cette organisation internationale. Dans le domaine du transport, 27 taxis neufs remis à 27 transporteurs du district d'Abidjan. Une opération qui s'inscrit dans le programme de développement et de modernisation du transport routier ivoirien. Le guichet unique du foncier, inauguré dans la commune d'Assini Mafia, le ministère de la Construction veut rapprocher ces structures des populations. Ce guichet unique vise également à réglementer le secteur du foncier dans cette commune qui subit une forte pression en termes de demande de terrain. Éric Goré. La commune d'Assini Mafia a désormais son guichet unique. Cette localité touristique subit une forte pression de demande de terrain. Certains acquéreurs heureux profitent de la situation, car la cité a une configuration particulière et des opérateurs économiques veulent s'y installer à tout prix en contournant la procédure normale. C'est pour permettre une gestion officielle du foncier que le ministre Amadou Sanogo a installé un guichet qui va réglementer l'activité foncière dans la localité. Je souhaite qu'ici à Assini, que de plus en plus vous vous adressiez aux aménageurs qui sont des professionnels de l'aménagement. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on se contente de lotissements conçus par un géomètre, et ce géomètre vous rend un document bien dessiné. Souvent, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de voie ouverte, rien. Et à partir de ce document, on crée un guide et on se met à vendre directement. Sans équipement, sans route, sans caniveau, sans poteau électrique, sans eau courante. Cette déconcentration de l'administration ivoirienne est un soulagement pour les populations d'Assini Mafia. Notre joie est grande parce que très longtemps le village a souffert de l'informel et nous pensons que cela vient à mettre du sang neuf et à booster les choses. Nous n'allons plus souffrir. Je pense que sur place, nous aurons une belle cité de par le secteur d'Assini et aller plus vite
Fini alors la lenteur dans la délivrance des actes liés au foncier et l'intervention d'intermédiaires qui débouchent très souvent sur la NAC. Élection primaire en France, la campagne du second tour est déjà lancée. François Fillon, l'ex-premier ministre, a créé la surprise en dominant largement le scrutin. Il a remporté 44,1% des voix devant Alain Juppé, 28,6%, et Nicolas Sarkozy, éliminé avec seulement 20,6%. François Fillon affronte donc Alain Juppé au deuxième tour de ses primaires de la droite. Nicolas Sarkozy a, lui, fait ses adieux à la scène politique. Herman Guivet. 87 départements ont choisi d'accorder la primeur de leur suffrage exprimé à François Fillon. Alain Juppé arrive en deuxième position. C'est ce qui ressort des résultats du premier tour des primaires de la droite française. La déferlante Fillon pour le Figaro, le raz-de-marée pour l'Opinion, Fillon écrase tout pour le Parisien. La presse ne manque pas de superlatifs pour qualifier ce tour de passe-passe, réussi par l'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy. Comment expliquer cette montée en puissance de François Fillon? La première motivation de vote des électeurs en faveur de François Fillon, c'est le programme. François Fillon a plus été une personnalité identifiée pour ce qu'elle était en tant que telle, Alain Juppé plus pour ce qu'il était par rapport à Nicolas Sarkozy. Arrivé troisième dans le couloir des candidats à la tête de cette primaire de la droite française, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, lui, fait ses adieux à la scène politique française. Le retour sur la scène politique n'aura finalement jamais lieu. Aujourd'hui, l'électeur de gauche a rempli sa mission. Il a voulu éliminer Nicolas Sarkozy de la présidentielle, il y est parvenu. Va-t-il ou pas se mobiliser dans le cadre du deuxième tour? Et on peut penser que s'il va se mobiliser au deuxième tour, il va plutôt se mobiliser en faveur d'Alain Juppé qu'en faveur de François Fillon. Une affirmation à prendre avec des pincettes. Rien n'est jamais joué d'avance. La récente présidentielle américaine et la montée en puissance de François Fillon au cours du premier tour des primaires en témoignent. Tout devrait se jouer jeudi prochain lors du face-à-face entre les deux hommes, François Fillon et Alain Juppé. Pendant ce temps, un nouvel attentat a été déjoué sur le sol français. 7 hommes ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg et à Marseille dans le cadre d'une opération antiterroriste. Gabriel Zani. Un nouvel attentat envisagé de longue date a été mis en échec au cours d'une opération antiterroriste menée dans la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg et à Marseille. À la suite de cet attentat déjoué, 7 hommes entre 29 et 37 ans ont été interpellés. Selon le ministre français de l'Intérieur, 6 des individus étaient inconnus des services de renseignement. Une première série d'interpellations de 5 individus liés à ce réseau était intervenue le 14 juin 2016, à la veille de l'Euro, et avait conduit à 2 premières incarcérations. Hier, l'aboutissement du travail de la DGSI a donc permis de mettre en échec une action terroriste envisagée de longue date sur notre sol. C'est donc un nouvel attentat déjoué. Ces interpellations à Strasbourg ont eu lieu dans des quartiers où une filière djihadiste avait déjà été démantelée l'année dernière, poursuit le ministre français de l'Intérieur. L'enquête s'attachera à définir les rôles respectifs des personnes interpellées et à établir, bien entendu, si l'attentat ainsi déjoué était une attaque coordonnée visant à frapper simultanément plusieurs sites sur le territoire. Ces nouvelles arrestations portent à 418 le nombre d'interpellations d'individus en lien avec des réseaux terroristes réalisés depuis le début de l'année 2016, a précisé Bernard Cazeneuve. Depuis le 1er septembre 2016, il y a eu 143 interpellations, 52 personnes ont été écrouées et 21 placées sous contrôle judiciaire. Cela dit, la France est confrontée depuis près de 2 ans à une menace terroriste djihadiste sans précédent. Les attentats en novembre 2015 à Paris, Saint-Denis et en juillet 2016 à Nice sont les preuves suffisantes que le pays se trouve bel et bien dans le viseur des terroristes. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam pour l'Abissa, la fête du Nouvel An chez les Nzima Kotoko. La présentation des vœux des Nzima à leur roi a marqué la fin de l'édition 2016. Et le roi a saisi l'occasion pour lancer un appel à son homologue de Mossou, un dialogue pour mettre fin au conflit qui divise les deux peuples. Herman Yamia.
Apothéose en fanfare de la Bissa 2016. Pendant une semaine, le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam a célébré son nouvel an. Ce dimanche 20 novembre, les différentes composantes du peuple Nzima sont venues présenter leurs vœux de nouvel an à leur roi. Une occasion pour Nana Amontanoé de se prononcer sur certains sujets d'actualité, notamment les incompréhensions qui opposent les Nzima Kotoko de Grand Bassam à leurs voisins abourés de Moossou. Chaque fois que nous avons été appelés pour la réconciliation, nous avons répondu présent. C'est mon frère de Moossou qui dit que si il tient des réunions avec moi, c'est sa famille, c'est son peuple qui va considérer qu'il l'a trahi. Sinon, il n'a aucun problème avec moi. Un autre sujet qui a retenu l'attention des nombreux festivaliers, la création de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Selon Nana Amontanoé, qui en est le président, la création de cette structure vise à renforcer davantage la cohésion sociale. Ce que souhaite le président de la République, c'est que la chefferie traditionnelle puisse de toutes ses forces contribuer à la promotion des valeurs en Côte d'Ivoire et accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche en avant. Avant la cérémonie de clôture, l'on a pu assister la matinée au Bois Kézo ou cérémonie de purification du roi. Une cérémonie au cours de laquelle le roi va prendre un bain et se revêtir de nouveaux habits pour entamer la nouvelle année. Ces images festives de l'Abissa 2016 mettent fin à ce 20h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous. Retrouvez Maïsako à 23h pour un nouveau journal, toujours sur RTI 1.